Je fixais mon téléphone, incrédule. Ma mère venait d'appeler, m'invitant à dîner chez mes parents. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas parlé et des années que je ne leur avais pas rendu visite. Je m'appelle Diane, j'ai 32 ans et je suis le mouton noir de ma famille. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. En grandissant, j'ai toujours été la seconde option. Ma sœur cadette, Mélanie, était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Elle était plus jolie, plus charmante, et avait cette façon de se faire aimer de tout le monde, surtout de nos parents. Ce n'est pas qu'ils étaient cruels avec moi. Ils la préféraient simplement, de manière évidente. Le gala de danse qu'ils avaient manqué parce qu'ils étaient trop occupés. Ils trouvaient miraculeusement du temps quand c'était au tour de Mélanie. Les notes moyennes qui me valaient des sermons devenaient soudainement « elle fait de son mieux » quand elle venait de ma sœur. Je soupirais, posant mon téléphone sur le comptoir de ma cuisine. Le marbre était frais sous mes doigts. Un petit luxe dans l'appartement dont je ne leur avais jamais parlé. Pourquoi maman avait-elle appelé maintenant? Que voulait-il? Bon, marmonnai-je pour moi-même. J'irai. Une semaine plus tard, je me garais devant la modeste maison de banlieue de mes parents. J'avais délibérément choisi une tenue simple. Un jean, un chemisier sobre et peu de bijoux. Rien qui puisse indiquer que j'étais autre chose que la cadre intermédiaire en difficulté qu'ils imaginaient. Prenant une profonde inspiration, je sonnai à la porte. Papa ouvrit. « Diane, entre, entre !» Son accueil semblait sincère mais distrait. Dès que j'entrai dans le salon, je compris pourquoi. Mélanie trônait sur le canapé, captant toute l'attention de maman et papa pendant qu'elle racontait, grands gestes à l'appui, une histoire quelconque sur ses drames de bureau. Elle s'interrompit au milieu d'une phrase en me voyant. Son sourire, parfait, ne vacillant jamais. « Oh, la fille prodigue est de retour !» dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Maman se leva d'un bond. « Diane, ma chérie, nous sommes si contents que tu aies pu venir. » Elle me serra brièvement dans ses bras, puis retourna immédiatement à sa place à côté de Mélanie. Je m'installai dans un fauteuil en face d'eux, observant Mélanie scanner ma tenue avec un mépris à peine voilé. « J'adore le look chic de friperie, » dit-elle avec un sourire narquois. « Merci, » répondis-je simplement. Tout le monde n'a pas besoin de marque de créateur pour se sentir bien dans sa peau. Papa se racla la gorge. « Alors, Diane, ta mère a préparé un dîner délicieux. Ce sera prêt dans environ 20 minutes. » Nous échangeâmes quelques banalités gênées jusqu'à ce que maman annonce que le dîner était prêt. Alors que nous nous réunissions autour de la table de la salle à manger, la même que celle de mon enfance, papa versa du vin pour tout, le monde. Mélanie se lança immédiatement dans des histoires sur son travail dans une agence de marketing. « Ils m'ont pratiquement supplié de prendre le compte Durand, » disait-elle. « Ils ont dit que j'étais la seule à pouvoir le gérer. »« C'est merveilleux, ma puce », rayonna maman en lui tapotant la main. Papa se tourna soudainement vers moi. « Et toi, Diane? Toujours dans la même boîte? C'était quoi déjà, chef de service adjointe ?» Je pris une gorgée de vin avant de répondre. « Toujours à la Banque fédérale de Paris, oui. » Mélanie ricana. « Mon Dieu, Diane, ça fait quoi, 8 ans que tu y es maintenant? La plupart des gens auraient évolué à ton âge. Moi, j'ai eu 3 promotions en 4 ans. » Je sentis ma mâchoire se serrer. Si seulement il savait que j'étais la directrice financière de la BFP depuis 3 ans, que ma prime annuelle à elle seule dépassait le salaire annuel de Mélanie, que j'avais figuré dans le classement les 40 de moins de 40 ans de challenge l'année dernière. Mais ils ne le savaient pas, parce qu'ils n'avaient jamais demandé, jamais pris la peine de s'intéresser à ma vie. Au lieu de la corriger, je me contentais de sourire. Tout le monde n'a pas ta motivation, Mel. Ou son talent, ajouta maman en servant à Mélanie une autre portion de purée de pommes de terre. La conversation se poursuivit sur ce ton pendant tout le dîner. Mélanie se vanta de son salaire impressionnant, de ses collègues jaloux et de ses prochaines vacances aux Maldives. Mes parents buvaient ses paroles, posant des questions et la couvrant d'éloges. Pas une seule fois ils ne me posèrent de questions significatives sur ma vie. « J'économise pour les Maldives depuis des mois, » disait Mélanie.
Mais quand on gagne bien sa vie, ce n'est pas si difficile, lança-t-elle en me jetant un regard suffisant. Ça a l'air merveilleux, dis-je en repoussant mon assiette. Mais je devrais probablement y aller. Réunion tôt demain matin. Merci. Pour le dîner, maman. Je me levai, ramassant mon sac à main. Maman m'accompagna jusqu'à la porte pendant que Mélanie et papa restaient à table. Ça m'a fait plaisir de te voir, ma chérie, dit-elle en me tapotant l'épaule. En retournant à mon appartement en centre-ville, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il y avait eu une arrière-pensée à mon invitation. Quelle qu'elle soit, j'étais contente de rentrer chez moi. De retour dans mon spacieux appartement, j'enlevai mes chaussures et me versai un vrai verre de vin. Pas la piquette que mes parents servaient. Juste au moment où je m'installais sur mon balcon avec vue sur les toits de la ville, mon téléphone émit un son. Un message de Mélanie. « J'espère que tu n'es pas trop déprimée par ta petite vie triste, sœurette. Tout le monde ne peut pas réussir, j'imagine. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai une carte postale des Maldives. » Je fixai le message un long moment, puis j'éclatai de rire. Si seulement elle savait. Je fermai le message sans répondre et pris une autre gorgée de mon vin, contemplant les lumières scintillantes de la ville depuis mon appartement de luxe au 28e étage. Je n'ai pas toujours eu une relation aussi étrange avec ma famille. Quand j'étais très jeune, avant la naissance de Mélanie, les choses étaient différentes. J'ai de vagues souvenirs de mon père me lançant en l'air, de ma mère me lisant des histoires avant de dormir. Mais tout a changé quand Mélanie est arrivée, quand j'avais 4 ans. C'était le bébé parfait, pleurant rarement, toujours, souriante avec ses grands yeux bleus qui semblaient enchanter tous ceux qui la regardaient. Quand j'ai eu 10 ans, le schéma était clair. Mélanie était spéciale, et moi, j'étais juste là. J'ai tout essayé pour gagner leur approbation. J'ai rejoint tous les clubs, étudié jusqu'à minuit, fait du bénévolat le week-end. Au lycée, j'étais major de promotion, capitaine de l'équipe de débat et responsable de l'annuaire du lycée. Mais quand j'ai prononcé mon discours de remise des diplômes, cherchant dans l'auditoire les visages fiers de mes parents, leurs sièges étaient vides. Ils avaient emmené Mélanie à sa compétition de danse à la place. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant. Alors j'ai arrêté d'essayer de les impressionner et j'ai commencé à vivre pour moi-même. J'ai obtenu une bourse d'excellence pour HEC Paris, j'ai été diplômée avec mention et j'ai décroché un poste à la Banque fédérale de Paris. En 5 ans, je dirigeais ma propre équipe. Il y a 3 ans, j'ai été promue directrice financière et je ne leur ai jamais rien dit de tout cela. J'ai été tirée de ces souvenirs par la sonnerie de mon téléphone. C'était encore maman. J'hésitais avant de répondre. Allô ? Nous organisons une réunion de famille samedi prochain. Tout le monde sera là. Tante Carole, oncle Jean, tes cousins. Nous aimerions que tu viennes. Je fronçai les sourcils. Quelle est l'occasion ? Oh, juste une réunion de famille. Il y a quelque chose de spécial à annoncer. Sa voix était délibérément vague. J'aurais dû dire non. Chaque instinct me disait de rester à l'écart, mais la curiosité l'a emporté. D'accord. À quelle heure ? 16h. Et Diane, essaie de t'habiller convenablement. Je raccrochais, furieuse. Convenablement. Comme si j'arrivais habituellement en haillons. Samedi arriva, et je me tins devant mon dressing, en pleine délibération. Je choisis finalement une simple robe noire. Chanel, bien sûr. Mais on ne le saurait qu'en reconnaissant la subtilité des coutures et la qualité du tissu. Pour un œil non averti, elle avait l'air modeste, mais elle coûtait plus cher que le salaire mensuel de Mélanie. Quand j'arrivai chez mes parents, des voitures bordèrent l'allée. Je reconnus la berline de tante Carole et le 4x4 d'oncle Jean. Prenant une profonde inspiration, j'entrai. « Diane !» s'exclama tante Carole en me serrant dans ses bras. « Ça fait des années. Regarde-toi. Tu as bien grandi. Et tu as l'air si raisonnable. » Je forçai un sourire. « Contente de te voir aussi, tante Carole. » Pendant les 15 minutes suivantes, j'échangeais des banalités avec des parents dont je me souvenais à peine. Tout, en observant mes parents et Mélanie blottis dans un coin, chuchotant et me jetant des regards de temps en temps. Quelle que soit cette annonce, ils étaient clairement excités à ce sujet. Maman appela finalement tout le monde à la table de la salle à manger,
qui avait été rallongée pour accueillir la quinzaine de membres de la famille présents. Une fois que nous fûmes tous assis avec nos assiettes, elle se leva et tapa sur son verre avec une cuillère. « Nous vous avons réunis ici aujourd'hui pour une raison spéciale, » commença-t-elle, rayonnante. « Mélanie a une merveilleuse nouvelle. À partager. » Mélanie se leva, s'éclaircissant la gorge de manière théâtrale. « Il y a 2 semaines, » annonça-t-elle, la voix pleine de satisfaction. « J'ai acheté mon propre appartement dans un quartier chic de la banlieue ouest. » La pièce éclata en applaudissements. Ce quartier était en effet l'un des plus agréables de la région, bien que loin d'être le plus prestigieux. « C'est un magnifique 3 pièces, » continua Mélanie. « Maman et papa ont aidé avec l'apport, personnel bien sûr. » Elle leur envoya un baiser, qu'ils reçurent avec des sourires radieux. « C'est quand la pendaison de crémaillère ?» lança cousin Bruno. Mélanie minauda. « Oh, je n'ai pas encore décidé. Je veux que tout soit parfait. » Je souris pour moi-même, prenant une gorgée d'eau. Tant mieux pour elle. C'était une belle réussite, même si elle avait eu besoin de l'aide de nos parents. Maman se tourna soudainement vers moi, sa voix inhabituellement forte. « Diane, tu n'as pas félicité ta sœur. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Mélanie gloussa. Elle est probablement juste jalouse. Tout le monde ne peut pas s'offrir un bien immobilier sur ce marché. Mes parents échangèrent des sourires entendus, puis maman, s'assurant que tout le monde pouvait entendre, dit « Eh bien, il faudra longtemps avant que Diane puisse égaler cet exploit. L'accession à la propriété, c'est pour ceux qui ont de vraies carrières. » La table tomba dans le silence, tout le monde guettant ma réaction. Il s'attendait à de l'embarras, peut-être des larmes ou des excuses bredouillantes. Au lieu de cela, je ris, un rire sincère et spontané. « En fait, dis-je, j'ai acheté mon appartement il y a 2 ans. » Le sourire de Mélanie vacilla. « Un studio, tu veux dire? Ou un 2 pièces ?» Je pris une autre bouchée de nourriture, mâchant lentement, les faisant attendre. « Non, c'est un appartement. Un 5 pièces, en angle, avec une terrasse panoramique dans la tour Panorama. » Des halètements parcoururent la table. La tour Panorama était l'adresse la plus exclusive de la ville. « C'est impossible !» balbutia Mélanie. « Tu es cadre intermédiaire. Tu ne pourrais même pas t'offrir un placard à balai à la tour Panorama. » Je tamponnai mes lèvres avec une serviette. Je suis directrice financière à la BFP depuis 3 ans maintenant. Mon salaire et mes primes sont confortables. Le choc sur leur visage était impayable. La fourchette de papa tomba sur son assiette avec un bruit sec. « Directrice financière », répéta-t-il. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Je croisai son regard, calmement. « Vous ne me l'avez jamais demandé ?» Un lourd silence s'abattit sur la table. Puis l'expression de maman s'adoucit soudainement. « Ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Quand organises-tu ta pendaison de crémaillère ? Nous adorerions voir cet appartement. » J'ai fait ma pendaison de crémaillère il y a 2 ans, répondis-je calmement, avec des amis. Le sourire de maman se crispa. Le visage de Mélanie avait pris une intéressante teinte rougeâtre. Le reste de mes parents me regardaient avec un intérêt nouveau, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Oncle Jean leva son verre. « Eh bien, félicitations Diane, c'est toute une réussite. » D'autres murmurèrent à leur accord, tandis que mes parents et Mélanie restaient assis dans un silence stupéfait. Alors que le dîner se poursuivait, je remarquais comment tout le monde voulait soudainement me parler, me poser des questions sur mon travail, ma vie. Des gens qui m'avaient à peine remarqué pendant des années buvaient maintenant mes paroles. Je ne suis pas restée longtemps après ma révélation. L'atmosphère était devenue insupportable, mes parents soudainement mielleux avec moi, Mélanie boudant dans son coin, et mes parents oscillant entre le choc et un empressement troublant à renouer le contact. Je me suis excusée après le dessert, prétextant une réunion tôt le lendemain, matin. « Mais c'est dimanche demain !» protesta maman en me suivant jusqu'à la porte. « Les marchés mondiaux ne dorment jamais », répliquai-je, ce qui n'était pas entièrement faux. J'avais bien un appel avec notre bureau de Tokyo, mais pas avant l'après-midi. Le trajet de retour fut étrangement libérateur. Pendant des années, je leur avais caché ma réussite,
En partie par dépit. En partie parce que leur opinion avait cessé de compter depuis longtemps. Maintenant que la vérité était révélée, je me sentais étrangement légère, mais aussi lasse. Mon appartement m'accueillit avec son confort familier. J'enlevai mes talons et m'effondrai sur le canapé de mon salon, fixant les lumières de la ville à travers les baies vitrées. La révélation du dîner me revint en mémoire, et soudain, tout s'éclaira. L'invitation à dîner impromptu de la semaine dernière, la réunion de famille d'aujourd'hui, tout prenait sens. Ils avaient voulu mettre en valeur la réussite de Mélanie et, par contraste, souligner mes supposés échecs. Ils avaient réuni toute la famille pour assister à mon humiliation. Au lieu de cela, ils s'étaient ridiculisés et maintenant, ils se démenaient pour s'adapter à cette nouvelle réalité où je n'étais pas la déception familiale. J'étais encore en train de digérer cela quand mon téléphone se mit à vibrer sans cesse. D'abord mon père, puis ma mère, puis Mélanie. Je le mis en silencieux et lançai un film. Quoi qu'ils aient à dire pouvait attendre le lendemain, matin. Quand je vérifiai enfin mon téléphone le lendemain, j'avais 17 appels manqués et de nombreux SMS. La plupart étaient des variations de « appelle-nous immédiatement » et « il faut qu'on parle ». Je les ignorais tous et poursuivis ma routine dominicale. Yoga, brunch avec des amis et préparation de la semaine de travail à venir. Le soir, les messages avaient pris un ton plus urgent. Finalement, un long SMS de maman apparut. « Diane, nous devons te parler. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Nous avons toujours soutenu Mélanie financièrement parce que nous pensions que tu avais trop de difficultés pour demander de l'aide. Maintenant que nous savons que tu réussis si bien, nous croyons qu'en tant que famille, nous devrions tous nous soutenir mutuellement. Mélanie a du mal avec ses mensualités de prêt immobilier. En tant que sa sœur qui a réussi, tu pourrais sûrement l'aider. Rappelle-nous immédiatement. » Je fixai le message, incrédule, puis je me mis à rire si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. L'audace était stupéfiante. Après des années de négligence et de favoritisme, après avoir tenté de m'humilier devant toute la famille, ils s'attendaient maintenant à ce que je renfloue leur enfant chéri. Je tapai une réponse. Cela ne m'intéresse pas d'en discuter. Vous vouliez m'embarrasser hier et maintenant vous me demandez de l'aide. Merci de ne plus me contacter à ce sujet. Je pouvais voir les 3 petits points apparaître et disparaître, alors que maman commençait et arrêtait de taper plusieurs fois. Finalement, tu es égoïste, Diane. C'est ce que fait une famille. Si tu refuses, tu choisis de t'exclure de cette famille. Réfléchis bien à cela. Je ne pris pas la peine de répondre. Au lieu de cela, je me versai un verre de vin. Il y avait un étrange sentiment de finalité. Un chapitre de ma vie se fermait. Ça faisait mal, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Le lendemain matin, au travail, je me plongeais dans les rapports trimestriels et les réunions budgétaires. Être directrice financière d'une grande banque me tenait suffisamment occupée pour repousser le drame familial au second plan de mes pensées. Au milieu de la semaine, j'avais presque oublié toute l'affaire. Puis mon assistante appela mon bureau. « Madame Dubois, il y a 2 personnes à la réception qui insistent pour vous voir. Elles disent être vos parents. » Je me figeai, la main planant au-dessus du clavier. « Dites-leur que je suis en réunion. » Elles ont dit qu'elles attendraient aussi longtemps que nécessaire. Je soupirai, pesant mes options. « Donnez-moi 5 minutes, puis faites-les entrer. » Je rangeai rapidement mon bureau et ajustai ma veste de tailleur. Quand mes parents entrèrent, leurs expressions étaient un mélange d'admiration et de détermination, alors qu'ils découvraient mon bureau d'angle avec sa vue imprenable. « Bel endroit », dit papa, ses yeux s'attardant sur les récompenses et les certificats exposés sur ma crédence. « Merci. Que puis-je faire pour vous ?» Je gardai un ton professionnel, comme s'ils étaient des visiteurs inattendus quelconques. Maman s'avança. « Diane, nous devons discuter de la situation de Mélanie. Elle a du mal avec ses mensualités de prêt et avec ta réussite financière. »« Non, » l'interrompis-je fermement. « Je ne paierai pas le prêt de Mélanie. » Le visage de papa rougit. « Écoute-moi bien, jeune fille. La famille aide la famille. Ta mère et moi avons toujours... » « Toujours quoi ?» demandai-je doucement. « Toujours été là pour moi ?»
toujours soutenu équitablement, toujours été présent pour mes moments importants. Ils échangèrent des regards mal à l'aise. « C'est différent, » dit maman. Mélanie avait besoin de plus d'attention. Elle était plus sensible. Et maintenant, elle a besoin de plus d'argent. Et soudainement, je fais à nouveau partie de la famille. Je secouai la tête. Vous ne me considériez pas comme faisant partie de la famille quand vous avez manqué ma remise de diplôme du lycée, ou quand vous avez oublié ma remise de diplôme d'HEC, ou toutes les dizaines d'anniversaires et de fêtes que j'ai passées seule. Tu es ridicule, lança papa. Nous sommes tes parents. Biologiquement, oui, mais vous avez cessé d'agir comme des parents il y a des années. Je me levai, signalant la fin de notre réunion. J'ai du travail à faire. L'expression de maman se durcit. Si tu nous tournes le dos maintenant, tu le regretteras. La famille. C'est tout ce que tu as à la fin. J'ai des amis qui ont été plus une famille pour moi que vous ne l'avez jamais été. J'appuyai sur l'interphone. Nathalie, veuillez raccompagner mes visiteurs. Alors qu'il partait, papa se retourna. Tu fais une terrible erreur, Diane. Ce n'est pas fini. La porte se referma derrière eux et je me rassois dans mon fauteuil, les émotions tourbillonnant. Une partie de moi voulait pleurer, mais une partie plus forte se sentait soulagée, comme si j'avais enfin excisé quelque chose de toxique de ma vie. Je me jetai à corps perdu dans le travail au cours des semaines suivantes, prolongeant mes heures et prenant des projets supplémentaires. Si mes collègues remarquèrent un changement dans mon comportement, ils furent assez professionnels pour ne pas le mentionner. Je déclinai les invitations pour des verres après le travail et les brunchs du week-end, préférant la solitude de mon appartement ou la distraction de longs footings sur les quais de Seine. Puis, près d'un mois après la confrontation dans mon bureau, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je prudemment. « Diane, c'est tante Carole. » Je me détendis légèrement. Tante Carole avait toujours été la moins jugeante de mes parents, bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches. « Salut tante Carole. Quoi de neuf ? Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe, » dit-elle, la voix basse comme si elle craignait d'être entendue. « Tes parents racontent à tout le monde que tu es une personne horrible. Ils disent que tu as refusé d'aider ta sœur alors que tu nages dans l'argent, et maintenant ils ont du mal à payer ses mensualités. » Je ris sèchement. « Laisse-moi deviner. Maman a pris des gardes supplémentaires et papa travaille le week-end ? » Exactement. Comment tu sais ? Parce que c'est le récit qu'ils veulent. Pauvres parents travailleurs qui sacrifient tout pour leur fille en difficulté pendant que la riche égoïste refuse d'aider. Tante Carole hésita. Alors, c'est vrai que tu ne les aides pas ? Oui, c'est vrai. Je ne paie pas le prêt de ma sœur. Puis-je te demander pourquoi ? Je soupirai, arpentant mon salon. Tante Carole, tu te souviens de ma remise de diplôme du lycée ? Bien sûr, tu étais major de promotion. Ton discours était charmant. Mes parents n'étaient pas là. Ils sont allés au gala de danse de Mélanie à la place. Ils ne sont pas venus non plus à ma remise de diplôme d'HEC, ni quand j'ai eu ma première promotion, ni ma deuxième. Ils ne savaient même pas que j'avais été nommée directrice financière jusqu'à ce que je leur dise à ce dîner. Pendant des années, ils m'ont traitée comme si j'étais invisible, sauf s'ils avaient un besoin de quelque chose pour comparer Mélanie. Je fis une pause, la gorge serrée. Et maintenant, soudainement, ils s'intéressent à ma vie uniquement parce qu'ils pensent que je peux résoudre leurs problèmes. La ligne resta silencieuse un moment. Je ne réalisais pas, dit enfin tante Carole. Je savais que Mélanie recevait plus d'attention, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je voulais juste que tu saches ce qu'ils disent. Merci de m'avoir prévenu. J'apprécie. Après avoir raccroché, je me dirigeais vers mon balcon et contemplais la ligne d'horizon de la ville. Étais-je sans cœur ? Peut-être. Mais des années de négligence émotionnelle m'avaient appris à me protéger. Mes parents avaient fait leur choix il y a longtemps, choisissant à plusieurs reprises Mélanie plutôt que moi. Maintenant, ils pouvaient vivre avec les conséquences. Le lendemain matin, je pris une décision. Ouvrant mon ordinateur portable, je réservais des vacances de 3 semaines en Europe, quelque chose que je repoussais depuis trop longtemps. Paris, Rome, Barcelone. Je visiterais des musées, mangerais dans des restaurants incroyables
et ne penserai plus du tout aux drames familiaux. Alors que je finalisais les réservations, mon téléphone s'alluma avec un SMS de ma mère. Ta sœur s'est fait virer hier. Maintenant, elle ne peut définitivement plus payer ses mensualités. Si tu n'aides pas, elle perdra son appartement. C'est ça que tu veux ? Je fixais le message, secouant la tête devant la manipulation. Je tapais en retour. Ce que je veux, c'est que vous gériez tous vos propres problèmes comme des adultes. Je pars en vacances pour 3 semaines. Merci de ne plus me contacter. Je bloquai son numéro avant qu'elle ne puisse répondre, puis fis de même avec celui de mon père et de Mélanie. C'était radical, mais nécessaire. Je ne pouvais pas avancer si je continuais à être entraînée dans leur drame. La veille, de mon vol, je déjeunais avec ma meilleure amie, Clara. Nous nous étions rencontrés à HEC et elle avait été mon rock à travers chaque étape de ma carrière et chaque crise personnelle. « Alors, tu coupes vraiment les ponts avec eux ?» demanda-t-elle, alors que nous nous installions dans notre bistrot préféré. « C'est déjà fait », répondis-je en dépliant ma serviette sur mes genoux. J'ai bloqué leur numéro et j'ai dit à la sécurité au travail de ne plus les laisser entrer. « Eh bien, » dit-elle en remuant son thé glacé, pensivement. « Tu es en paix avec ça ? C'est quand même ta famille. Le sont-ils vraiment ? » Je regardais par la fenêtre. Une famille est censée te soutenir, s'intéresser à tes réussites, être là quand ça compte. Ils n'ont jamais rien fait de tout ça. Le lendemain, en montant à bord de mon vol pour Paris, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le siège à côté de moi était vide, un petit luxe sur un long vol. Je m'installai, ouvris mon livre et me préparais au décollage. Juste au moment où le personnel de bord fermait les portes, mon téléphone bipa avec une notification d'email. Il provenait d'une adresse inconnue, mais l'objet indiquait « de la part de papa ». J'hésitai puis l'ouvris. « Diane, ta mère et moi sommes déçus par ton comportement puéril. Bloquer nos numéros, refuser de discuter des affaires familiales. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevée. Mélanie est en difficulté, et en tant que sa sœur, tu as la responsabilité de l'aider. Nous avons dû puiser dans notre épargne retraite pour couvrir ses mensualités ce mois-ci. Est-ce vraiment la fille que nous avons élevée ? Une femme égoïste qui fait passer des vacances de luxe avant les besoins de sa famille. Pense à tes actions pendant que tu te pavanes en Europe. » Je supprimai l'email sans répondre, puis mis mon téléphone en mode avion. Les moteurs rugirent, et bientôt nous montions au-dessus des nuages. En dessous de moi, la ville devenait de plus en plus petite, jusqu'à n'être plus qu'un point, puis plus rien du tout. Pendant 3 semaines, je me plongeais dans l'art, l'histoire et la culture. Je parcourus les rues de Paris à l'aube, regardais le coucher de soleil depuis une plage de Barcelone et mangeais une glace près de la fontaine de Trévis. Je pris des centaines de photos, mais n'en partageai aucune sur les réseaux sociaux où ma famille pourrait les voir. Ces moments étaient pour moi seul. Lors de ma dernière soirée à l'étranger, assise à la terrasse d'un petit café à Rome, je réalisais quelque chose. Je n'étais plus en colère. La blessure était toujours là, une douleur sourde sous mes côtes, mais le ressentiment brûlant s'était estompé. Mes parents et Mélanie avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Nous vivions tous avec les conséquences. Quand je rentrais chez moi, bronzée et ressourcée, mon appartement me sembla encore plus un sanctuaire. Sur mon comptoir de cuisine se trouvait une pile de courriers, factures, magazines et une carte postale de Clara qui était allée à Marseille pour une conférence. Rien de ma famille. Je déballais mes affaires, commandais des plats à emporter et m'installais sur mon balcon avec un verre de vin. J'étais libre, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Le chemin devant moi était le mien, à choisir seul, sans être alourdi par les attentes et les vieilles blessures. Je levai mon verre vers le ciel nocturne et souris. À l'avenir. Fin de l'histoire.